Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils abordent le thème de et le verbe Sefer. Bernard explique que le verbe représente à la fois Dieu et l'organisation totale de l'intelligence dans le cosmos. Le verbe Sefer signifie la pénétration de l'esprit dans la matière, permettant ainsi à l'homme de reconnaître le pouvoir de l'esprit sur la matière. Lorsque les hommes seront capables de reconnaître ce pouvoir, ils auront le pouvoir sur la matière eux-mêmes. Le verbe ne se résume pas à la parole ou aux mots, mais à l'énergie qui crée la forme. Bernard souligne également l'importance de comprendre qu'il existe deux niveaux d'intelligence chez l'homme, l'intelligence naturelle et l'intelligence du supramental. Quand l'homme sera dans le supramental, il connaîtra la manifestation instantanée du verbe dans le cosmos. Richard suggère que pour revenir à l'esprit, source de la forme et de la matière, il faut éliminer les formes et la matière. Est-ce cette conversation? Bernard de Montréal parle de l'influence de la forme sur l'homme et de son attachement émotionnel à celle-ci. Il explique que ce n'est pas la forme en elle-même qui pose problème, mais l'attachement émotif de l'homme envers celle-ci. Il souligne que lorsque l'homme sera dans l'esprit et pourra communiquer avec le supramental, il sera informé par l'esprit des lois de la forme, permettant ainsi une compréhension directe et universelle de la matière. L'homme pourra alors établir des normes universelles pour la conquête de la connaissance de la matière, éliminant ainsi le besoin de théories contradictoires. Bernard de Montréal évoque également l'idée que tout est issu d'une énergie primordiale, et que l'évolution de l'homme consiste en une conciliation entre sa recherche matérielle et sa recherche spirituelle. Il explique que l'homme moderne doit intégrer les trois niveaux d'évolution, à savoir l'évolution matérielle, l'évolution spirituelle et une troisième étape d'évolution où l'intégration des deux est nécessaire. L'évolution de l'homme comporte plusieurs étapes, l'évolution matérielle, la conquête de la science, l'application de la science, les plaisirs matériels, l'évolution culturelle, l'évolution spirituelle, etc. Pour intégrer l'évolution spirituelle à l'évolution matérielle, l'homme doit atteindre la troisième étape de l'évolution, celle du supramental. Cela lui permettra de faire une synthèse entre la forme matérielle et la forme spirituelle. Cependant, l'erreur actuelle de l'homme spirituel est de penser que l'évolution spirituelle est la fin de son mouvement vers l'infini, alors que c'est seulement le début. L'étape suivante de l'évolution sera une confrontation avec des limites nouvelles, tant dans le domaine scientifique que spirituel. Cette confrontation ne pourra se faire qu'au niveau individuel. Lorsque l'individu aura réalisé la fonction terminale de l'évolution spirituelle sur Terre, il développera des pouvoirs de compréhension au-delà de son intelligence rationnelle. À partir de ce nouveau point de référence universel, les hommes pourront faire une synthèse totale entre la science cartésienne mécaniste et la spiritualité philosophique, atteignant ainsi une conscience totale, pure et dans laquelle l'individu est dans le tout. Cette nouvelle conscience éclairera et transformera à la fois la science mécaniste et la spiritualité, ouvrant de nouvelles perspectives et hypothèses. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'évolution de l'humanité et de sa capacité à entrer en contact avec des intelligences supérieures. Il affirme que ce processus est déjà en cours, mais qu'il se fait généralement à l'échelle individuelle plutôt qu'à l'échelle de la masse. Il explique que les changements cosmiques dans une civilisation sont souvent cachés à l'homme en raison de son émotionnel et de son ego. Il souligne également que les intelligences extraplanétaires ont atteint un haut niveau de développement scientifique et matériel en travaillant avec la force et sans être prisonnière de l'illusion de l'ego. Cependant, il précise que l'homme est également important dans l'évolution et que sa position dans l'échelle cosmique est plus vaste qu'il ne l'imagine. Finalement, il soutient que l'homme ne peut pas entreprendre des actions pour son évolution sans avoir toutes les informations nécessaires, car les possibilités d'évolution sont connues et il n'y a pas de place pour le hasard. Dans cet échange, il est souligné que l'évolution personnelle et la recherche de reconnaissance ne peuvent pas être atteintes en suivant simplement les opinions des autres. Il est affirmé que chaque individu doit être juge de lui-même et de ses connaissances, et ne pas se laisser influencer par les écoles, les philosophies ou les mensonges cosmiques. La question est posée de savoir pourquoi il n'y aurait pas, après l'université et la vie, une sorte d'université cosmique qui accueillerait des esprits brillants. Le messager répond que cela nécessiterait une évolution sociale à un niveau supérieur, avec des universités, des professeurs et des scientifiques qui possèdent un véritable savoir. Cependant, en attendant cela, il est nécessaire pour les individus de développer leur propre intelligence en fréquentant les établissements d'enseignement traditionnels. Il est souligné que ce que l'homme sait actuellement est bon, mais qu'il doit comprendre que cela n'est pas la fin de la connaissance. D'interagir avec une civilisation super intelligente et soulevée,
mais il est précisé que cela nécessiterait une intervention directe des forces cosmiques et que, pour l'instant, l'évolution se fait à un niveau individuel. Lorsqu'un homme travaille avec les forces du supramental, il ne dicte pas comment les choses doivent se dérouler. Il reconnaît que ce n'est pas à lui de concevoir ou d'imposer sa volonté, car il sait que le temps joue un rôle important. Dans le cosmos, il existe des intelligences qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme, appelées intelligences retardataires. Cependant, l'homme est protégé par les forces de la lumière et doit travailler avec elles. Les forces opposées, telles que les forces des ténèbres ou les forces plutoniennes, poursuivent leur propre évolution nécessaire à leur réalité. Il y a des forces cosmiques qui vont dans différentes directions et, éventuellement, elles doivent se rencontrer. L'homme est tenté par ces forces, mais en raison de sa recherche de la lumière, il est attiré vers celle-ci. Les forces sombres ont leur rôle évolutif dans l'univers, et leur polarité est essentielle pour le mouvement. Lorsque l'homme est conscient de son être, il peut discerner si ces forces aident ou retardent l'évolution de l'humanité. Le discernement est important car l'homme est souvent influencé par son intelligence primitive et ses émotions, ce qui l'empêche de comprendre l'impact des forces opposées sur sa condition. Les maîtres eux-mêmes doivent comprendre les limites de la sagesse afin de pouvoir détruire les formes de celle-ci qui empêchent l'humanité de réaliser son plein potentiel. Les maîtres sont nombreux et ont instruit l'homme pour lui apporter la sagesse dont il avait besoin. Cependant, il est important de comprendre que l'intelligence n'appartient pas à l'homme mais est universelle. Une fois que les hommes auront compris cela, ils pourront communiquer par télépathie avec les extraterrestres et se libérer des forces extraterrestres pour explorer la galaxie avec leur propre énergie. Les maîtres ne sont pas des scientifiques mais des penseurs et des spiritualistes qui nourrissent l'humanité avec une nourriture spirituelle nécessaire à son épanouissement émotionnel. L'homme doit atteindre un état mental supérieur pour pouvoir trancher toutes les questions par lui-même et ne pas être influencé par des formes spirituelles. Tant que l'homme n'aura pas atteint cet état, il sera vulnérable et sous la domination des forces négatives, même si elles utilisent des concepts sacrés. Il est essentiel de comprendre les limites du sacré pour sortir de l'ignorance. Lorsque l'homme a vécu le contact direct avec les forces du supramental et a ressenti le poids de la connaissance, il peut se libérer de la recherche de la connaissance et se détacher des formes, y compris du sacré. Dans cet extrait, l'auteur affirme que la télévision a été une force puissante qui a contribué à la fin de l'esclavage de l'homme en permettant aux masses d'accéder à une certaine liberté psychologique. Cependant, il soulève également le fait que le contrôle gouvernemental de la télévision et de l'information peut empêcher l'homme de progresser. Il soutient que lorsque l'homme aura développé sa propre connaissance et compréhension, il sera prêt à entrer en contact direct avec des intelligences supérieures. En ce qui concerne le sacré, l'auteur explique qu'il existe à la fois dans le satanique et dans la lumière, et il s'agit d'une permission accordée aux intelligences et aux forces de la lumière. Le sacré est basé sur le respect de ce qui est donné comme sacré, ainsi que sur le fait que l'homme ne doit pas chercher derrière le voile du sacré, car il en est l'esclave. L'établissement du sacré a créé des sièges religieux au fil des siècles, permettant à l'homme d'évoluer émotionnellement et spirituellement à petits pas. Cependant, l'homme moderne, grâce aux avancées de la science et de la technologie, est désormais capable de comprendre et de remettre en question différentes formes de connaissances et de croyances à travers le monde. Ainsi, il est prêt à regarder le sacré d'une manière différente, avec son esprit rationnel plutôt qu'avec ses émotions. Le texte aborde le concept du supramental et son rapport avec le mal. Selon l'auteur, le mal sur une planète est causé par la diminution de l'énergie initiale provenant d'un initiateur. Seules les civilisations ayant atteint un niveau de puissance interne suffisant ont le droit d'aimer et peuvent éviter de commettre des erreurs. Les extraterrestres, qui sont dans une quête de connaissances similaire à la spiritualité pour l'homme, sont considérés comme nos frères. Seule une fois que l'humanité aura atteint le droit d'aimer pourra-t-elle communiquer avec eux. Quant au mal, il est décrit comme tout ce qui nous empêche d'être heureux. Selon l'auteur, dans le supramental, le bonheur n'existe plus car il est basé sur les émotions que le mal utilise pour maintenir sa réalité matérielle. Le texte conclut en disant que lorsque l'homme est supramental, il n'est pas heureux car être bien dans sa peau est la formule psychologique la plus simple à atteindre. Cependant, l'auteur ne se prononce pas sur le bouddhisme ou d'autres systèmes, préférant simplement observer et comprendre les différents concepts. Selon le discours, il existe une division entre l'Est et l'Ouest en termes de philosophie et de développement de la civilisation. Les peuples orientaux ont traditionnellement été plus axés sur la spiritualité,
tandis que les peuples occidentaux se sont concentrés sur la matérialité. Cependant, il est soutenu que ces deux courants convergent aujourd'hui, avec l'Ouest devenant plus spirituel et l'Est devenant plus matérialiste. L'idée d'une évolution vers un état supérieur de conscience est également abordée, où la communication se fera de manière vibratoire plutôt que psychologique. Il est souligné que toutes les formes d'évolution, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, doivent finalement aboutir à une synthèse. Le Verbe incarné est mentionné comme ayant ouvert les circuits de communication entre l'homme et le cosmos. Le texte parle de la communication entre l'homme et les plans invisibles. Pour cela, l'homme doit réaliser qu'il n'est pas lui-même le penseur, mais qu'il existe une intelligence supérieure derrière lui. Tant que l'ego de l'homme refuse d'admettre cette réalité, il reste enfermé dans la connaissance, tandis que le savoir, qui est impersonnel et prépersonnel, est libérateur. Lorsque les forces de la lumière pénètrent en nous, elles créent un chambardement dans notre vie quotidienne, mais cela est nécessaire pour notre équilibre et notre transmutation. Il est important de ne pas s'inquiéter et de continuer nos activités, en gardant foi en ces forces. On précise également que de nombreuses énergies négatives circulent dans le monde, ce qui peut conduire à des problèmes de santé mentale, mais celles considérées comme spirituelles sont destinées à agrandir notre conscience et à développer notre intelligence supérieure. Enfin, l'homme est contaminé par son ego et la destruction des formes est un processus difficile, d'où l'importance d'avoir des points de référence pour traverser ces expériences. La transformation dont il est question dans le texte se réfère à un processus interne dans lequel une personne développe sa force intérieure et sa capacité à se soutenir elle-même. Il est conseillé de ne pas paniquer pendant cette transformation et de ne pas communiquer ses expériences aux autres, car chacun vit cette expérience de manière unique. Un homme qui se détruit est celui qui manque de résistance et est influencé par des énergies négatives qui mènent à sa destruction. Le suicide est considéré comme une faiblesse et non une décision consciente. L'homme est amené au suicide par des pensées qui viennent de l'extérieur et le poussent à mettre fin à sa vie. Ces pensées positives peuvent aider une personne en créant une énergie protectrice qui la préserve de certaines probabilités négatives. Cependant, cette aide n'est pas permanente et la personne doit être capable de s'aider elle-même. La vengeance est le résultat de l'insécurité personnelle et de l'orgueil. Elle peut être présente pendant des années tant que la vibration de vengeance n'est pas éliminée. La vengeance est liée à l'orgueil et à l'insécurité. La personnalité est un aspect de l'ego qui permet à l'individu de se manifester créativement dans la matière. L'individualité est la conscience de la personnalité qui permet à l'énergie de l'âme de s'intégrer et de guider la personnalité dans la réalisation du plan de vie de l'ego. Le supramental est un plan de conscience qui a un effet sur le corps physique, mais il n'est pas précisé de façon concrète quel est cet effet. Le supramental est une énergie qui permet à l'esprit universel de générer toutes les énergies dont l'homme a besoin pour sa survie et son évolution. C'est un centre cosmique qui permet à l'homme d'accomplir ce qu'il doit faire dans sa vie, en harmonie avec les lois de la nature et sous la domination de l'esprit. Il s'agit donc d'un plan d'exécution du pouvoir humain sur Terre et d'une rencontre entre l'homme et l'esprit. Le guide spirituel est un être évolué décédé qui peut aider l'homme à évoluer. Cependant, il peut y avoir des guides négatifs qui influencent l'homme de manière négative. Il est important de discerner si un guide est positif ou négatif et de les choisir en fonction de leur capacité à nous aider. Quant à l'ajusteur de pensée, il fait partie de la hiérarchie créative et est en évolution tout en étant parfait. Il est en contemplation avec les forces divines et a le pouvoir de régler tout dans le cosmos. Lorsqu'il entre en contact avec l'homme, il ajuste sa pensée à une pensée supérieure et entraîne une inflexion sur l'homme, l'aidant à comprendre la vie de manière profonde. Sri Aurobindo a atteint le plan du supramental et a établi une base philosophique pour sa compréhension. Bien qu'il ait travaillé sur la traduction de la Bhagavad Gita, il s'agissait d'une approche philosophique et non d'un apport de connaissances spécifiques à notre époque. Dans cet extrait d'une conversation entre deux personnes, il est mentionné qu'un individu vivait dans un endroit particulier, mais qu'il avait une conscience philosophique intuitivement inspirée du supramental. Il est expliqué que chaque être humain a besoin d'un point de référence dans le domaine de la spiritualité, et que pour cet individu, Krishna était ce point de référence. Il est également souligné que dans le cheminement spirituel, il est important d'avoir un ancrage dans la connaissance et de travailler avec les forces de la lumière plutôt que de s'adonner à la magie noire. En ce qui concerne l'école ésotérique, il est expliqué qu'une personne devrait la quitter si elle n'en a plus besoin vibratoirement, mais si elle en bénéficie encore philosophiquement et qu'elle est en harmonie avec cette école, elle peut y rester.
En revanche, si l'individu est approché par le supramental, il sera automatiquement éloigné de l'école ésotérique car il ne pourra plus vibratoirement y être en accord. Le supramental est présenté comme une intelligence pure au-delà de la philosophie et de la psychologie, et plus une personne s'y plonge, moins elle peut penser de manière conventionnelle. Concernant la question de savoir. Si l'homme est manipulé comme un pantin, il est expliqué que tant qu'il est ignorant, il est en effet comme un pantin, mais une fois qu'il entre dans le supramental, il devient libre. Le libre arbitre est considéré comme une illusion dans l'état d'ignorance, mais il est détruit dans le supramental, rendant l'individu libre. Le sujet du karma est abordé et il est suggéré que dans l'état de conscience supramentale, il n'y a plus de besoin de s'en préoccuper car tout est donné à l'individu de manière directe, sans avoir besoin de le travailler. Selon le boulevard M. Bouddha de Mérode, la grandeur de l'homme réside dans son évolution, son rapport avec son âme et son équilibre intérieur entre l'âme, l'ego et la personnalité. L'homme est également grand dans sa capacité à communiquer directement avec les intelligences universelles et à se connaître lui-même. En ce qui concerne le karma, il poursuit l'homme tant qu'il ne comprend pas que la conscience est nécessaire pour se libérer de cette loi karmique. Lorsque l'homme est conscientisé et en harmonie avec les forces de la lumière, il n'y a plus de karma car il est en accord avec ses forces. Quant à la question de la présence de plus de femmes que d'hommes dans la salle, selon Boulevard M, les femmes sont plus intuitives et moins égocentriques, ce qui les rend plus réceptives aux enseignements. En ce qui concerne le mariage et les relations entre les hommes, BDM affirme que plus on est conscient, plus on vit dans l'harmonie, ce qui transforme la couleur du mariage du rose au blanc. Les relations entre les hommes dépendent de leur niveau de conscience. Lorsqu'il y a un enfant, s'il est issu de deux êtres conscients et harmonisés, il bénéficiera de cette harmonie et de la conscience de ses parents. Si deux êtres se rencontrent déjà en étant conscients, ils ne se sépareront pas pour des raisons purement égoïstes, car leur connexion sera trop forte. Et si deux êtres conscients s'harmonisent malgré la présence d'un enfant issu d'une relation précédente, cet enfant bénéficiera de l'harmonie de ses parents. Ce qui importe pour un enfant, c'est l'amour, la compréhension et l'équilibre, peu importe le statut marital de ses parents. Lors d'une interview, le médium Bernard de Montréal répond à différentes questions, notamment sur la fusion de l'homme et sur l'antéchrist. Il explique que la fusion de tous les sens de l'homme est un processus dont les détails ne sont pas divulgués publiquement. Il souligne que le développement des sens est continuel lors de la fusion. Concernant l'antéchrist, Bernard de Montréal affirme que c'est un grand mystère de l'humanité et qu'il ne sera révélé que symboliquement ou dans des conditions particulières. Il insiste sur le fait que l'important est de se préparer pour ne pas être influencé, plutôt que de chercher à connaître l'antéchrist. Il explique également que l'argent est utilisé par les forces de domination pour bloquer l'accès de l'homme à l'énergie spirituelle. Enfin, il précise que l'état de fusion n'est pas le même que l'état d'intuition, car l'intuition est une perception interne tandis que la fusion est une communication télépathique. Dans cette conversation, Robert Guy, Hergé, pose une question à Bernard de Montréal, Boulevard M, au sujet d'une révélation qui a été faite lors d'une émission de télévision. Il demande à Bernard pourquoi il a donné aux personnes rencontrant des problèmes lors de voyages astraux l'instruction de répéter son nom 3 fois. Il fait le lien avec des pratiques spirites d'Allan Kardec et d'Aleister Crowley. Bernard explique alors que cette citation ne se trouve pas dans les cassettes, mais il n'en a pas une grande mémoire. Hergé mentionne également que lui-même et d'autres personnes ont suggéré à Bernard de rendre ces cassettes disponibles à tous. Bernard répond que ce n'est pas encore le moment et qu'il y a une sorte de pacte entre lui et les personnes ayant assisté au symposium. Hergé imagine alors une situation où il trouverait une cassette par un autre moyen, demandant à Bernard ce qui se passerait alors. Bernard souligne que les cassettes sont conçues pour contenir des informations adaptées à chacun et que leur but est de fournir quelque chose à chaque personne. L'objectif des cassettes est de fournir des points de référence aux personnes qui ont assisté au séminaire, afin qu'elles puissent les retrouver en cas de besoin. Il n'est pas nécessaire pour les gens d'assister au symposium pour suivre les cassettes, car elles peuvent être accessibles à d'autres personnes également. Cependant, certains sujets abordés dans les cassettes sont plus profonds et nécessitent une compréhension préalable. Certaines cassettes peuvent être plus adaptées à certaines personnes et il est important que chacun y trouve quelque chose qui lui convienne. Le but des cassettes est de permettre à chacun de développer un niveau vibratoire plus élevé en détruisant les formes qui bloquent cette énergie. Le contenu des cassettes peut varier, certaines sont plus accessibles à tous, tandis que d'autres sont plus spécifiques et doivent être transmises à certaines personnes en particulier.
Finalement, l'intention de Bernard est de créer de nombreuses cassettes sur tous les aspects de la vie humaine, mais il est conscient de l'importance de s'adapter au public. Lors des séminaires, Bernard propose différents sujets d'intérêt tels que l'ennui, le mariage, les extraterrestres ou le président Mobutu. Il adapte ses discours en fonction du niveau de compréhension et d'intérêt des participants, certains étant plus simples tandis que d'autres sont plus avancés. Il distribue également des cassettes personnalisées aux participants. Toutefois, il est conscient que le public en général n'est pas encore prêt à recevoir toutes les informations qu'il peut transmettre. Il souligne l'importance d'organiser les connaissances de manière progressive pour aider les gens à comprendre. Il est libre de s'exprimer lors des séminaires et de rencontrer les gens individuellement pour une meilleure absorption des enseignements. Enfin, Bernard commente le fait que certains ne sont pas intéressés par le plan astral et souligne l'erreur de se comparer aux autres, expliquant qu'il faut suivre son propre cheminement évolutif sans se sentir obligé de s'intéresser à quelque chose qui ne nous attire pas. Dans cette communication préparatoire, Bernard de Montréal explique que perdre la faculté d'aller en astral fait partie d'une loi d'évolution. Chaque personne a ses propres expériences et évolutions, il est inutile de se comparer aux autres. Bernard insiste sur le fait que l'astral est contaminé et contrôlé par des forces négatives, et il n'a aucun intérêt d'y aller. Il conseille donc à ceux qui ne sont pas intéressés par cela de s'accepter tels qu'ils sont et de ne pas copier les autres. Il souligne également que la conscience pure et l'accès à l'astral requièrent un niveau élevé de développement spirituel. Finalement, il propose un test: si quelqu'un est capable d'aller en astral, il peut essayer de crier le nom de Bernard dans ce plan, ce qui le ramènera immédiatement dans son corps physique, afin de limiter son expérience et éviter de perturber son évolution.